Bonsoir et bienvenue à tous. La Chine vient d'octroyer au Cameroun une aide financière d'environ 1,5 milliard de francs CFA. C'est dans le cadre du programme d'assistance humanitaire d'urgence. Ce programme d'assistance humanitaire d'urgence est présenté par les pouvoirs publics au Cameroun comme étant un important levier dans la gestion des conséquences de la crise socio-économique, la crise sociopolitique qui secoue le Cameroun depuis pratiquement 3 ans. Cette crise sociopolitique qui est considérée comme hypothéquant sérieusement l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. La Côte d'Ivoire, une puissance sous-régionale qui aspire également à l'émergence d'ici à l'année prochaine, bénéficie également depuis plusieurs années, en tout cas depuis 2010, à la fin de la crise post-électorale, et peut-être même longtemps avant, d'un soutien ou d'un appui multiforme de la part de la France, comme d'ailleurs le Cameroun et beaucoup d'autres pays africains, à travers l'Agence française de développement qui a mobilisé dans ce pays depuis 2011 environ 2000 milliards de francs CFA. Peut-on déduire que les amis occidentaux et orientaux sont de sérieux partenaires au développement du continent africain? L'aide qu'ils apportent aujourd'hui à l'Afrique est-elle gage d'émergence? En quoi consiste le retour d'ascenseur? Ce soutien ne finit-il pas par être un instrument d'aliénation politique et autres? Ne faut-il pas aujourd'hui penser à réécrire les termes de cette coopération entre l'Afrique et ses partenaires en Orient et en Occident? Ou n'est-il pas question de revoir ou de suggérer de nouvelles approches ou de nouvelles alternatives par rapport à l'émergence du continent africain? Voyons tout cela avec des invités conviés sur le plateau de 237 débats ce soir. J'introduis Dr Simon-Serge Soro. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir fait l'honneur d'être votre invité ce soir. Vous êtes historien, UPCiste. Est-ce que je dois ajouter panafricaniste? Absolument, de première heure. Ce qui veut dire que le sujet que vous évoquez ce soir m'intéresse à plus d'un titre. Et je crois que nous aurons le temps d'expliquer aux citoyens camerounais et africains qu'il est temps de changer les paradigmes de développement. Merci infiniment. Docteur Simon-Serge Soro, docteur Georges Noula, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier de me convier ici pour la toute première fois. Je découvre des locaux et un encadrement très chaleureux, un personnel très motivé. C'est un vrai plaisir. Alors, vous êtes chargé de cours à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Vous êtes spécialiste des questions de commerce international et des droits de l'homme. Tout à fait. Vous avez de nombreux travaux sur le sujet, notamment, je prends à tout hasard comme ça, les règles de l'Organisation mondiale du commerce, les accords de partenariat économique et le processus d'intégration africaine, publié en 2006. Je crois que c'était votre thèse de votre mémoire DEA. Tout à fait. Vous avez également travaillé sur une autre question, l'Union africaine dans les relations avec les populations africaines et les questions de développement. Exactement. Voilà, merci infiniment d'être venu sur le plateau 237. Georges Noula, vous avez la parole, vous la gardez. Est-ce que vous ne pensez pas que le moment est venu maintenant sur le continent africain de faire le bilan de cette coopération que nos États entretiennent avec des amis occidentaux et orientaux depuis des lustres? Bon, écoutez, vous demandez si le moment est venu. En réalité, le moment est toujours venu de faire le bilan. Vous savez, le Cameroun accède à l'indépendance en 1960, c'est la date officielle. Nous sommes rendus en 2019. Alors, je vous laisse constater par vous-même ce que ça représente comme durée en termes de génération de vies humaines. Et sur cette durée-là, je pense que nous avons eu N fois l'occasion de faire un bilan du point de vue de la gestion d'un État. Vous savez que l'ordonnancement financier de l'État s'évalue chaque année. Ouais. C'est annuellement que le bilan doit être fait. Et maintenant, s'il faut pousser le raisonnement plus loin, vous savez que ceux qui président aux destinées de l'État du Cameroun ont un mandat dont la durée est déterminée par la Constitution et
il est de bon sens. Il est de bon sens oui. qu'à la fin de chaque mandat, par exemple, qu'on marque une pause pour questionner le bilan. Le bilan, ne serait-ce que de la politique de coopération de l'équipe qui gouverne. Donc, pour ma part, il est toujours temps de faire un bilan et c'est toujours l'occasion de le faire. Docteur Simon-Serge Sor, on va y aller tout de go. De votre point de vue, que gagne réellement, concrètement, l'Afrique dans sa coopération avec ses amis occidentaux ou orientaux? Si vous dites tout de go, je vous dis rien, tout de go. Parce qu'il ne faut pas se tromper et d'approche. Je ne connais pas un pays au monde qui se soit développé avec les instruments de développement d'un autre en termes de culture. Ce qui nous est arrivé, c'est, vous avez mis un très bon thème quand vous m'invitiez, c'était le sous-développement, cause sous-développement. Il fallait peut-être partir de cette notion pour comprendre jusqu'où va la perfidie de ceux qui viennent avec la volonté de nous expliquer ce que c'est que le développement alors que ça ne s'explique pas. Naturellement, chaque chose naît, grandit, se développe, s'épanouit et meurt. Donc il n'est pas normal qu'on parle d'un pays en termes de sous-développé. Sauf si ceux qui le disent traduisent là une vérité refoulée qui est celle de vous dire que nous sommes les obstructions à votre développement. Et à partir de ce moment, il est clair qu'il n'y a pas d'aide au développement. Le président Thomas Sankara disait à ses pairs une fois, à une conférence, que la seule aide dont l'Afrique ait besoin, c'est celle qui met fin à l'aide au développement. On ne peut pas vous aider à vous développer parce que celui qui vient vous aider ne sait pas ce dont vous avez besoin. Et nous sommes dans un chemin où on nous a amenés à consommer ce dont nous n'avons pas besoin et à produire ce dont les autres ont besoin. Du coup, nous sommes dans un chemin de perpétuation de la pauvreté qui tend à notre disparition. Alors, docteur Sor, c'est vrai que lorsqu'on parle de l'aide au développement, en fonction des partenaires, on parle très souvent soit de l'aide bilatérale ou de l'aide multilatérale. Je voudrais qu'on s'appesantisse davantage pour cette première partie de l'émission sur cette aide bilatérale, parce que en parlant de la coopération multilatérale, cela nous amènerait peut-être à toucher les institutions financières internationales. Oui, Monsieur Duval, je vais aller très vite avec vous. Je préfère même qu'on commence par l'aide bilatérale, parce que c'est elle qui va révéler, n'est-ce pas, la réalité de toute la forme multiforme de l'aide. Prenons le cas de l'aide dite de la France au Cameroun. Vous savez que lorsque le Cameroun veut accéder à son indépendance, des Camerounais s'asseyent et définissent ce qu'ils vont faire de leur espace géographique en vue du bien-être de leur population. Et même comme ce n'est pas ceux qui s'étaient battus pour l'indépendance qui accèdent à l'indépendance, il y a des jeunes Camerounais qui développent des instruments, si on peut dire des instruments, des leviers sur lesquels pourrait s'appuyer le bien-être des populations, c'est-à-dire la création de richesses. Et ils décident de mettre en place un certain nombre d'entreprises. Je vais citer par exemple la Simencam, la SICAM, Alucam, qui n'étaient pas leur société, mais pour laquelle ils pensaient qu'on pourrait orienter l'approche des matières premières et des produits finis autrement. Malheureusement, au nom de l'aide au développement, la France décide que ce ne sont pas les priorités. Que les priorités, ce serait, ce qui n'est pas mauvais, et si on veut bien réfléchir autrement, l'éducation dont ils vont financer les écoles. Mais imaginez-vous que quelqu'un veuille financer les écoles chez vous sans vous donner les moyens d'entretenir les écoles. Parce que les moyens pour entretenir les écoles et les hôpitaux, c'est que vous créez de la richesse. Mais il vous prive des moyens de créer de la richesse et il vous dit qu'il va vous faire donc des écoles. Voilà les éléments, les miroirs aux alouettes qu'on fait développer, même au plus haut niveau, y compris sur le plan de ce que j'appelle le terrorisme intellectuel, qui sera après porté par certains diplômés qui vont continuer à enseigner dans nos institutions. Alors, lorsqu'on vous écoute, il y a plusieurs éléments qui transparaissent. Je voudrais qu'on y aille de façon méthodique pour qu'on se comprenne bien, parce que là, votre raisonnement amène à interroger les obstacles à ce développement à partir de l'aide. Si on prend un autre cas, le cas par exemple de la Côte d'Ivoire, pour ne pas rester
sur le seul cas du Cameroun. Lorsque vous interrogez l'aide française au développement, prenons le cas de ces dernières années, par exemple, on vous dit que depuis 2011, la France, à travers l'Agence française de développement, a mobilisé en Côte d'Ivoire environ 2,5 milliards d'euros, soit environ 2000 milliards de francs CFA, et que ces fonds ont permis, par exemple, d'envoyer à l'école environ 110 000 enfants, enfin, un soutien au niveau de l'éducation, 110 000, mais monsieur Duval, 48 000. Alors, est-ce que, si on prend ce secteur, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, dans lesquels ces partenaires investissent, est-ce que ce ne sont pas des instruments qui permettent d'évaluer l'apport de cette aide-là? Non, monsieur Duval. Est-ce qu'on imaginerait la France qui attendrait de l'argent des États-Unis pour envoyer les Français à l'école? Dès que vous posez ça, il y a un problème. Vous croyez que la masse que vous avez évoquée, la masse monétaire, parce que la monnaie, ce n'est pas le développement. Sur les critères de développement, réellement, la ressource financière est l'indice le moins important. Si on va sur l'échelle de 10, l'argent qu'on apporte ne représente pas 2%. Pour que vous puissiez vous développer. Pour que vous puissiez vous développer, il vous faut une vision. Il vous faut une volonté politique. Il vous faut une force de conviction, une persévérance et une détermination. Et il vous faut le choix de vos priorités. Après, maintenant, les ressources viendront. Quand on prend cette aide, personne n'a jamais demandé si dans ce que la France a mis en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu plus de 40% qui soient rentrés en France à partir des manuels scolaires, à partir des entreprises qui construisent, à partir des intrants même de l'école. Et après, deuxièmement, on n'a jamais évalué l'impact en termes d'indice juste qui n'est pas le produit intérieur brut. Je suis désolé, quels que soient les économistes qu'on rassemblerait autour de moi, le produit intérieur brut n'est pas un indice d'évaluation de développement. L'indice de développement, c'est le bonheur intérieur brut. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, 20% de la population peut justifier objectivement de son revenu pour accéder au bonheur intérieur brut? C'est pas possible. Docteur Noula, sur cette question-là, lorsqu'on écoute Docteur Soor, il y a un certain nombre d'éléments qui apparaissent, peut-être au niveau même de l'évaluation de l'impact de cet développement. Est-ce que vous êtes d'accord de façon globale sur l'analyse qu'il fait? Bon, pour ma part, je ne serais pas aussi radical que le docteur Soin. Docteur Soor. Je ne serais pas aussi radical que lui parce que en tant qu'internationaliste de formation, je sais pertinemment que les relations de coopération interétatique sont des relations fondées sur le rapport de force, sont des relations qui intègrent fortement la variante géostratégique. Okay? C'est-à-dire, comme l'a dit le général de Gaulle, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et comme le disent les Grecs, le fort fait ce qu'il peut et le faible subit ce qu'il doit subir. Sauf qu'ils ajoutaient que personne n'est fort assez longtemps pour rester maître. Tout à fait. Qui détermine le fort? Tout à fait. Les forts d'aujourd'hui seront peut-être les faibles de demain. Oui, mais là, on est déjà dans l'avenir. Pour l'instant... Oui, mais parce qu'on nous fait croire qu'on est fort ou faible. Quand vous voyez le déploiement qu'on fait autour de l'Iran actuellement, est-ce que l'Iran est faible ou forte? C'est un pays qui décide d'être fort. Parce que tout le monde a un tendon d'Achille. Si David a vaincu Goliath, oui, qu'il faut identifier. Mais ce n'est pas à l'autre. Qu'il faut identifier justement et puis exploiter. Non, mais le paradigme, vous voyez, le docteur a raison de dire qu'il n'est pas d'accord avec moi parce qu'il révèle là ce que je disais. Maintenant, il faut qu'il fasse le pas. On nous a fait des pays dépendants de l'aide. Qu'est-ce que nous faisons de cette position? La première chose, c'est de dire que nous ne pouvons plus dépendre de l'aide. On dit que nous sommes faibles. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est de dire que nous ne sommes pas faibles. Mais là, vous semblez le rejoindre parce que justement, il a parlé de rapport de force. Non, on va permettre qu'il finisse. Docteur Noula, vous étiez en train d'expliquer. Très bien. J'étais sur le point de revenir sur la question qu'a abordée le docteur Sow, à savoir l'aide française. Oui. Vous savez que l'Agence française de développement est le pilier central de la politique de développement étranger, la politique d'aide au développement à l'étranger de l'État français. Mais il faut déjà interroger l'histoire de cette agence. Oui. Vous savez que cette agence est l'héritière de la Caisse centrale
de la France libre, créée en 1941 par une ordonnance du général de Gaulle. En pleine Seconde Guerre mondiale. En pleine Seconde Guerre mondiale. Cette caisse centrale était en réalité une caisse d'émission monétaire et avait pour objectif de financer l'effort de guerre produit par le général de Gaulle et ceux qui le suivaient. Donc, cette caisse devait émettre de la monnaie dans les territoires d'outre-mer. Parce que comprenez bien que la France, territorialement, était annexée sur la majeure partie de son territoire. Elle était annexée. Les efforts du général de Gaulle se déployaient à l'extérieur et il s'agissait pour lui de centraliser les ressources de l'empire colonial pour libérer la France. Il est dans sa logique. N'importe quel dirigeant de n'importe quel pays aurait fait la même chose. Maintenant, ce dont on ponctionne les ressources pour orienter vers l'effort de guerre afin de la libération de la France, ceux-là, à qui doivent-ils s'en prendre? Eh bien, à eux-mêmes. À eux-mêmes. Maintenant, rendu en 1960, le Cameroun est indépendant. Nous avons des autorités à la tête de l'État du Cameroun. On peut évidemment discuter de la façon avec laquelle ces autorités ont pris les rênes du gouvernement de l'État. On peut discuter de cela, oui. Mais nous savons que sous la présidence de M. Amadou Ahidjo, des réalisations concrètes ont été faites. Ça, on ne peut pas le contester. Des réalisations concrètes ont été faites. Des réalisations qui peuvent être considérées comme le fruit de cette coopération, de cette aide française de développement. Des réalisations qui peuvent être considérées comme le fruit du génie camerounais. Du génie camerounais. Maintenant, est-ce que l'aide provenant de nos partenaires est utile? Je ne suis pas aussi radical que le docteur Sow en disant qu'elle est inutile. Non. Toute aide peut être stratégiquement orientée, même si elle arrive dans des conditions pernicieuses, même si elle est sous-tendue par des intentions stratégiques non dévoilées. Parce que dites-vous bien que la relation de coopération avec nos partenaires occidentaux est régie par un ensemble de dispositifs conventionnels. Vous savez qu'avec l'Union européenne, la coopération date d'avant l'avènement du Cameroun à l'indépendance. C'est 1957. 1957, la communauté économique européenne engage une coopération de développement, de partenariat pour le développement avec les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. On est en 1957. L'entité souveraine du Cameroun n'existe pas. OK? Alors, dites-vous bien que en 2017, j'étais à Promode, à Yaoundé, et j'ai vu une délégation de l'Union européenne qui fêtait les 60 ans de la coopération Union européenne Cameroun, et s'enorgueillissait d'avoir investi 60 ans durant pour à peu près 60 milliards d'euros. 60 milliards d'euros, ça correspond à peu près à un peu moins de 500 milliards de francs CFA. Okay. Dites-vous bien que la seule diaspora camerounaise, en 2015, d'après des sources de la Banque mondiale, a fait des transferts vers le Cameroun pour la seule année 2015 pour un montant de 580 milliards de francs CFA. Ça veut dire que nous avons des ressources internes et que, en réalité, nous donnons à l'aide publique au développement plus d'importance qu'elle n'a. Nous lui donnons plus d'importance qu'elle n'a. C'est ce que je Et nous spéculons beaucoup sur des choses en réalité périphériques.
Parce que, et c'est là où je rejoins le docteur So, aucun pays au monde ne se développe par l'aide. Alors, aujourd'hui, docteur So, lorsqu'on regarde dans le bilan de cette coopération et en faisant une espèce d'analyse comparée comme ce que vient de faire le docteur Noura, est-ce qu'au finish, on ne doit pas arriver à la conclusion qu'en réalité, cette aide au développement n'est pas le principal facteur, ou bien ne doit pas être le principal facteur de développement des États africains? Bon, l'argumentaire pourrait même être plus incisif. Vous voyez, je remercie mon copanéliste d'avoir révélé ce qui pourrait être des antinomies, mais qui me permet plutôt d'aller plus loin, en disant qu'il faut même développer un discours contre l'aide. Parce que quand il nous installe dans la coopération qui serait née en 1957, mais en 1957, nous sommes en France, nous ne sommes pas en Afrique. Nous sommes français. Je suis désolé. Donc, que le marché commun européen commence à s'intéresser aux espaces conquis par la violence et les crimes à l'humanité, ça ne nous implique nullement. Mais qu'après l'indépendance, on veuille sur le principe que la France avait un espace en Afrique et qu'il y avait là-bas des leucodermes qui étaient nos agents d'exploitation coloniaux et qu'il faut maintenant imposer à ces pays d'orienter leur développement. Parce que moi, le vrai problème, ce n'est pas que quelqu'un vienne vous donner des conseils stratégiques pour comment vous développer. Un banquier ne vous aide pas quand il vous fait un prêt. S'il appelle ça de l'aide, c'est qu'il veut vous endormir. Il a bien fait de dire qu'entre les pays, il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts. Et qu'il n'y a jamais un pays qui soit suffisamment fort pour être sûr qu'il va vaincre à tous les coups. Donc le principe de l'intimidation ne peut pas fonctionner. Sauf que le lavage de cerveau, par ce que j'appelle le terrorisme intellectuel, qui fait croire aux gens que les paradigmes de coopération sont indispensables, est faux. Parce que la coopération est nécessaire dès que vous vous imposez comme élément incontournable de coopération. Sinon, vous restez dans le chemin qu'avait décrié Frantz Fanon, qui veut que le nègre soit celui qui accompagne et porte les sacs. Et après, on peut lui jeter les pièces pour qu'il aille prendre une bière au coin de la rue ou qu'il s'habille. Et qui a fini par mettre en place le système. Parce que quand nous parlons de l'aide, prenons l'aide comme un élément qui entre dans un système dans lequel on nous a dit d'être bien habillés comme je suis là, affamés et pauvres pour être endettés, au lieu d'être bien nourris parce que nous produisons ce dont nous avons besoin et que nous le consommons d'abord et que nous le transformons pour créer la richesse, pour pouvoir après acquérir ce dont nous avons besoin. Ça fait quoi? Ça fait que ceux qui ont besoin de nous, quand ils viennent maintenant pour qu'on s'asseye dans le cadre de la coopération, eh bien, ils sont obligés de tenir compte de nos priorités. Le vrai problème de ce que vous appelez l'aide, qui est une escroquerie intellectuelle, est que elle change l'ordre des priorités. Docteur So, pour qu'on se comprenne bien, lorsqu'on parle de cet développement, très souvent, il y a des éléments qu'on fait ressortir, le financement des projets, les prêts d'argent à des taux préférentiels, l'annulation de la dette, entre autres. Si on prend le cas du financement des projets, dans le cycle des projets, on parle d'identification du projet, on parle de la faisabilité, de la réalisation et puis de l'évaluation. À quel niveau se situe exactement le problème? Est-ce que le problème se situe au niveau de l'identification ou au niveau de la réalisation? Si on prend l'aspect projet en attendant de développer sur d'autres éléments. Mais ça se situe même au niveau du choix du projet. Prenons le cas de la Sonara. Voilà un projet de développement qui aurait pu permettre aux Camerounais d'être des créateurs de richesses. Le Cameroun s'assoit avec les personnalités nationalistes et patriotes comme le feu Assoumo et disent qu'il vaut mieux que le Cameroun transforme et raffine son pétrole. Malheureusement, au nom de l'aide et d'autres enjeux, parce que cette aide brandit souvent la menace sécuritaire, que comme c'est eux qui nous aident à être en sécurité, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons parce que c'est eux qui savent ce qui est stratégique.
Parce que dans les accords de 59, il était question que pour le pétrole, la France nous aide à identifier l'orientation à faire. On finance donc un projet qui en fait est un éléphant blanc et source probable de sous-développement parce qu'il ne produit pas certains intrants finis dont le Cameroun aurait immédiatement besoin à partir de la matière première dont le Cameroun dispose. Voilà un exemple concret de l'aide. C'est-à-dire que sur le choix même du projet, on refuse de faire ce que le Cameroun a besoin, donc ce que les Africains ont besoin immédiatement pour produire la richesse et sortir de la dépendance. Sur le plan de l'impact socio-économique, on refuse d'accompagner ces pays pour qu'ils sortent de la dépendance et produisent de la richesse. À la fin, on se retrouve avec un projet fini, mais qui accentue notre dépendance et notre... J'ai presque envie de poser la question que le docteur nous l'a posée tout à l'heure, à savoir à qui doit-on s'en prendre? Bon, on pourrait dire naïvement et prosaïquement qu'on parce doit... que là, ça pose le problème des rapports de force. À mon avis, le problème... Oui, moi je suis d'accord. On peut s'en prendre à nous-mêmes. Parce que le plus important n'est pas ce qu'on a fait de vous, mais ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Et là, on rejoint un autre élément. Vous savez, la plus grande réussite de l'entreprise criminelle coloniale, c'est d'avoir réussi un lavage de cerveau au sein d'une population en éliminant tout ce qui pouvait permettre de continuer à penser autrement. Vous savez, si on vous dit qu'il y a une fortune à Mbanga et que quelqu'un vous dise qu'il est le seul à connaître la route de Mbanga et que vous devez le suivre, ce qui est sûr, vous n'arriverez jamais le premier à la fortune. Parce que, sauf si vous décidez d'ouvrir une autre route et d'essayer d'arriver par vos propres moyens à Mbanga. Voilà le dilemme face auquel on se retrouve. Mais dans votre groupe, donc, ceux qui se mettent à dire que cherchons notre route, qu'est-ce qu'on fait? On les élimine tous. Maintenant, une deuxième catégorie dit, si il ne faut pas parler de manière radicale, recommençons d'abord à définir le principe qui affirme que l'aide et le développement est un miroir aux alouettes. Parce que ça va créer quoi? Ça va créer un déclic. Moi, j'ai des pays que j'aime souvent citer comme exemple. La Chine et l'Iran. Voilà les pays qui se sont retrouvés dans les mêmes conditions que nous. Qui ont eu, peu ou prou, les mêmes obstructions violentes. Parce qu'en Iran, on voit que ça continue même. Mais qui ont compris qu'il s'agit d'avoir une vision et de faire autrement. Cela veut dire que... Je souhaiterais attirer l'attention de mon copanéliste sur le fait que l'Agence française de développement finance également des projets de développement en Chine, notamment dans le secteur de l'industrie extractive du charbon. Ça a même fait l'objet de tout un débat en France sur le plan de l'environnement et le plan du respect des droits des populations. Oui, mais vous savez que là-bas, c'est un software. Ce que je voulais dire... Les Chinois rachètent par centaines... Non, ce que je voulais dire par là, c'est que... En France, l'État, ils n'ont pas besoin de ça. L'État chinois, dont on ne peut nullement contester le caractère souverain, c'est un État très jaloux de sa souveraineté, accepte l'aide publique internationale. Non, mais je n'ai pas dit qu'ils n'acceptent pas. Très bien, ça veut mais dire ils ne viendront jamais sur les médias. Ça veut donc dire qu'il faut être un peu plus réaliste quand on parle de la question de l'aide, dans le sens où, en soi, l'aide n'est pas mauvaise. Vous savez, lorsque vous allez auprès d'un banquier et que vous prenez un crédit, écoutez, ce crédit est une aide. Parce que si le banquier ne vous donne pas le crédit, non, c'est pas vous êtes mal à l'aise. C'est pas une aide. Il n'y a qu'en Afrique où le banquier pense qu'il peut. Le banquier est là pour vendre l'argent. Si personne ne prend de l'argent dans une banque, la banque ferme. Si personne ne prend de l'argent dans une banque, il n'y a qu'en Afrique que le banquier fait croire aux gens qu'il les aide. Dans ce cas, il faudrait m'expliquer pourquoi est-ce que les banquiers ne partagent pas systématiquement. Ce n'est pas partagé. Il y a l'analyse. Cependant, ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on va vers un banquier pour solliciter un crédit, c'est en général parce qu'on est dans un besoin pressant. On est dans ce n'est pas à la légère qu'on va s'endetter, n'est-ce pas? C'est qu'on a un besoin réel. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, une fois qu'on a pris le crédit, il faut savoir que
Et je voudrais revenir sur ce point important qu'il ne faut pas que nous éludions. L'aide au développement a évolué dans le temps, a connu une évolution. Vous savez, il y a eu une première génération idéologique qui a porté l'aide au développement. C'était ce qu'on a connu sous l'appellation de l'aide liée. C'est-à-dire, les pays donateurs vous aidaient, ou les pays prêteurs vous aidaient, à la condition que, dans la réalisation des projets, vous associez les entreprises originaires de ces pays-là. Okay. L'aide liée. Alors, cette forme d'aide a été très critiquée, notamment par les mouvements altermondialistes qui sont allés jusqu'à prétendre qu'en réalité, lorsqu'on fait le compte, lorsqu'on fait le bilan, les États emprunteurs ont remboursé plusieurs fois la même dette. Et à la fin, l'argent s'est retrouvé dans la poche des prêteurs. Ok? Donc, l'aide a connu cette période-là, elle a évolué et elle est devenue ONGiste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les partenaires au développement finançaient des projets à la condition qu'on associe les organisations non gouvernementales, internationales ou locales. L'argent ne tombait pas dans les caisses de l'État. Vous comprenez? Donc, cela a développé une forme de commerce de l'aide au développement. C'est-à-dire que vous aviez des séminaires, des forums, des conférences, des journées d'études, etc., qui absorbaient l'essentiel de la cagnotte consacrée à l'aide au développement. Et au final, on se retrouvait au point de départ, à savoir que l'aide a beaucoup plus financé la réflexion que la réalisation. Vous comprenez? Alors, en fin de compte, l'aide au développement a connu une troisième phase dans laquelle nous sommes actuellement. C'est l'assistance budgétaire. C'est-à-dire que les aides sont désormais reversées au budget de l'État et peuvent apparaître dans les lignes, de façon traçable dans les lignes, avec les objectifs bien spécifiés. Notamment, vous avez vu les différentes réformes qui se sont passées dans les pays d'Afrique, à la zone CEMAC, avec l'adoption des budgets programmes. Ça participait, en réalité, de la réalisation de ces exigences des bailleurs de fonds internationaux. C'est-à-dire qu'il fallait arrimer la gestion financière de l'État aux standards de la bonne gouvernance internationale. Mais cela veut dire, docteur Soro, que au fur et à mesure, je veux dire au fil des temps, il y a eu effectivement comme une sorte d'évaluation de cette aide de développement qui a engendré un certain nombre de mutations qui, en principe, aujourd'hui, devaient permettre d'avoir une situation nettement meilleure que celle qu'on a eue depuis le début des années 1960. Vous faites bien de le dire. Et justement, il me donne l'occasion de réinsister. Parce que cette mutation traduit justement l'incongruité et l'inefficacité de cette approche qui, dans sa source, n'est pas levier de développement. L'aide n'est pas levier de développement. Ça n'est qu'une aide. Je pourrais rester. On ne peut même pas aider quelqu'un à se développer. Si vous ne voulez pas vous développer, toute la masse monétaire que l'Afrique, je dis l'Afrique centrale a reçue, ne représente pas 40% de ce que l'Europe a reçu après la Deuxième Guerre mondiale. Mais regardez la différence. Vous êtes dans les chiffres, allez regarder les chiffres. Ce que l'Afrique centrale a reçu, ce que vous appelez aide là, dépasse ce que les États-Unis, dans le plan Marshall, ont donné à l'Europe. Et l'Afrique n'a pas réussi à se développer. Pourquoi? Mais parce que l'aide n'est pas faite pour vous aider à vous développer. C'est pour vous endormir ou vous escroquer. Je vous ai pris l'exemple de la Sonara. Est-ce que vous savez qu'on perd plus d'argent avec la Sonara, telle qu'on l'a acceptée grâce à l'aide française, que si on l'avait faite
puisqu'on avait l'argent pour le faire, tel que Assoumu l'avait défini. Pourquoi? Parce que cette aide se positionne dans les secteurs où, à cause du terrorisme intellectuel, on réussit par convaincre des gens. Objectivement, hein, quand je dis qu'on les convainc, ça veut dire qu'on les trompe. Mais en réalité, quand ils sont assis, quand vous regardez leur niveau de diplomatie et de diplomite, vous comprenez qu'ils devraient comprendre ce qui se passe. Mais vous êtes désolé de comprendre que ces gens se laissent toutefois avoir. Quand mon copanéliste dit, quand mon copanéliste dit que la France aide la Chine, attendez, vous savez combien la Chine met en France pour développer les instituts Confucius, par exemple? Avez-vous déjà entendu la France dire que la Chine les aide? On refuse même cette appellation. Elle n'est que pour les pays pauvres. La Chine ne va jamais dire que la France les a aidés. Jamais. Dans le rapport des parlementaires français commis en 2010, qui avait déjà décelé qu'il y aura le terrorisme à l'extrême nord avec Boko Haram, qu'il y aura la guerre anglophone, les parlementaires français ont écrit que pendant qu'on dit que l'aide a augmenté, on a l'impression que sous le terrain, la pauvreté s'accentue. Il y a tout un rapport de près de 1500 pages. Mais le sentiment que moi j'ai, c'est que... Ils disent que... Laissez-moi terminer. Oui. Ils disent que il faudrait simplement, et je reviens sur ce que Tchankara avait dit, laisser les pays africains faire ce qu'ils veulent, avec leurs propres ressources. Et comme nous sommes sur le jeu des intérêts, si nous avons des choses à prendre, allons les prendre objectivement, sinon, parce qu'il mettait en garde le gouvernement de Sarkozy, qui venait de remplacer Chirac, en lui disant que si la politique française ne change pas, le système tel qu'il est fait est un système de reproduction de la pauvreté. Pour quel chemin? Vous produisez du cacao et du coton. On vous l'achète à 1000 francs. Mais quand vous rachetez une seule chemise, elle vous coûte 14-25 000. Vous allez prendre l'argent où? On vous fait semblant de quelques aides qu'on sait que vous allez utiliser pour rembourser votre balance, le déficit de votre balance commerciale. Donc, du coup, on vous installe dans un schéma de paupérisation éternelle. Si vous n'avez pas défini des nouveaux leviers, si on veut vous aider, c'est vous qui devez définir les priorités et la fin de l'aide. Alors, le sentiment, justement, qu'on a, docteur Nola, c'est qu'il y a comme une sorte de théorie de la victimisation qui se développe sur le continent et qui peut-être peut être l'un des obstacles majeurs même à, à une nouvelle philosophie qui devrait orienter, les politiques de coopération pour les années à venir, non? Oui, bon, vous êtes même très gentil. Vous parlez de théorie de la victimisation et moi, je parlerai même d'un discours de l'infantilisation des responsables politiques et dirigeants politiques africains. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que nos dirigeants savent exactement ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Et rappelez-vous que, pour revenir au cas du Cameroun, le Cameroun est un État qui a une constitution dans laquelle il est dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, pas aux dirigeants. Au peuple camerounais. Au peuple. Alors, le discours de l'infantilisation des Africains qui seraient là, qu'on met dans une situation, qu'on encercle, qu'on piège, qu'on fait ci. Moi, je ne le reçois pas. Pour une raison simple, c'est que tout le monde voit cela. Et tout le monde est suffisamment clairvoyant pour percevoir les enjeux. Maintenant, chacun fait des choix. Mais, à qui appartient la souveraineté? Et que fait le souverain? Comment est-ce qu'il réagit dans un contexte aussi hautement concurrentiel et compétitif où chaque État défend à raison et légitimement ses intérêts? Alors, ce que moi je souhaiterais dire, c'est que il faut bien savoir que cette agence française de développement dont nous parlions, qui est le pilier de la politique de développement étranger, de financement du développement à l'étranger de la France, était une branche du trésor public français. Ce trésor public qui reçoit une fraction des réserves produites par les économies des pays ayant
utilisant le franc CFA. Ça veut dire qu'il y a un lien congénital entre l'Agence française de développement et la question du franc CFA. Et dites-vous bien que posez le vrai problème. Dites-vous bien que la question du franc CFA a été réglée par des conventions signées par nos dirigeants. Non, je suis pas d'accord avec vous. Il y a franc CFA. Non. Non. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, sachez qu'une vision pour que les citoyens s'approprient un discours, comme vous le souhaitez, et assument leur souveraineté, il faut qu'il soit édifié. Oui. Le franc CFA, c'est une création du général de Gaulle et de tout comme l'Agence française de développement. Et de Pleven. Non, mais pas dans la même forme. Même l'État français n'a jamais touché une ligne du décret qui crée le franc CFA. Est-ce que vous savez que le franc qui était en vigueur en colonie, à un moment donné, le franc de métropole était supérieur au franc. Le franc des colonies était supérieur au franc de métropole. Bien sûr. Bon, est-ce que vous savez que lorsque la guerre, comme vous l'avez si bien évoqué, a commencé, il était question... Laquelle, la première? La deuxième. Oui. Que les coloniaux, qui étaient des Français, ils étaient des Français jusqu'aux indépendances. Donc certains, l'État français même endetté. Regardez donc la subtilité. En réalité... Quand vous dites qu'ils étaient des Français, moi, je m'interroge. Bon, c'est une figure de style. C'est une image. La Côte d'Ivoire... Tout au moins, vous êtes d'accord avec lui. Oui, je suis qu'il y a un lien congénital. Je veux que les Camerounais comprennent. Voilà, ça veut dire qu'il y a un premier obstacle. Pour qu'ils se mobilisent demain, pour se lever, comme vous dites, pour dire à leurs dirigeants, ne faites plus ça. Par exemple, comme sur la question de franc CFA, il faut bien qu'ils comprennent qu'il y a... Ils le comprennent. Non. Ils ne le comprennent pas. Alors, on est tous d'accord. Il y a un discours mitigé. Comprendre une chose. Voir au champ que même l'autre côté peut aider. Je vous dis que quand on l'appelle l'aide, ça ne peut plus vous aider. Alors, parce qu'on ne peut pas vous prêter votre argent, monsieur. Nous sommes d'accord. Mais puisque vous dites que l'agence française de la coopération, c'est une officine d'escroquerie, il faut l'appeler comme ça. Alors, donc vous avez... Comme au moins, quand elle vient parler, les Camerounais vont lui dire, voilà ton champ d'action. Alors, va financer les danses culturelles, va financer les cinémas. Au moins cela va. Parce que vous savez, quand ils donnent beaucoup d'argent, ils insistent même sur les choix des projets. Je vous prends une autre escroquerie. Vous connaissez combien nous ont coûté les barrages? Mais venez et autres, 3 fois de leur prix. Et ceux qui ont mis cet argent savent que c'est ça. Mais vous, pourquoi s'ils veulent nous aider, ils peuvent accepter des projets qui sont déjà viciés au départ? Il n'y a pas que les barrages. La Banque mondiale a produit un rapport au sujet des surfacturations des marchés au Cameroun. Nous sommes sur les projets. Justement, il y a un rapport de la Banque mondiale qui dénonce ces surfacturations. La Banque mondiale vient dénoncer à la fin. Alors, quand elle venait mettre l'argent, elle ne pouvait pas dire que je ne mets pas cet argent si je veux vous acheter des chaussures. Vous partez au marché, la chaussure coûte 100 francs. Vous venez me demander 10 000. Sachant que vous allez... Mais finalement, je veux qu'on comprenne. Qui décide? Mais ces gens... Attendez donc que je vous explique l'autre subtilité. Non, parce qu'on a d'abord eu l'impression à un moment donné, selon pour le moment, dans les schémas actuels, oui, où nos populations ne sont pas clairement édifiées sur ce qu'elles doivent faire. Elles sont édifiées. Non, parce que si elles étaient édifiées, en 59 ans d'indépendance, on n'aurait pas que 2 présidents. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Alors, que des jeunes Camerounais qui ont prouvé dans d'autres pays qui peuvent changer les dynamiques de développement soient assis et que d'autres refusent de les aider à arriver pour que le pays change. Alors, regardez ce qui se passe en Algérie. Docteur Soros, regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso. Voilà les pays qui ont compris. Et là-bas, vous savez, il y a eu un prophète. Sankara était un prophète. Vous savez, quand vous avez dit là que la Chine donne 1,5 milliard, 1,5 milliard, c'est 100 véhicules qu'on donne aux sous-préfets qui ne servent à rien. Nous avons 360 sous-préfectures. Alors, cela nous amène justement... Ça veut dire que quand la Chine vient donner cet argent, il faut que les populations disent, vous prenez ça, on va gâter. Alors, justement, cela nous amène sur le terrain de l'identification. Cela nous amène sur le terrain de l'identification des obstacles qui empêchent précisément que cette aide entre griffes puisse aider au développement et à l'émergence. On a commencé à évoquer ces obstacles-là, Dr Noula. Vous avez commencé à développer sur les obstacles d'ordre historique.
Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments? En attendant que je revienne avec le Dr Soros sur un autre exemple qu'il a pris, il a parlé tout à l'heure du plan Marshall, qui a été élaboré à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les États-Unis pour apporter un soutien aux Européens. On va revenir là-dessus tout à l'heure pour voir, parce qu'effectivement, on a bien vu que les pays européens, du moins ceux de l'Europe de l'Ouest, qui ont accepté ce plan Marshall, ont pu tirer l'épingle du jeu, à la différence des pays de l'Europe de l'Est qui ont refusé le plan Marshall et qui ont peiné à se développer sur le plan économique, ce qui peut, pour certains, justifier ou bien arriver à la conclusion que ce plan Marshall, finalement, était quelque chose de bien pour le continent européen. Si on reste sur le continent africain, Dr Lula, on peut considérer peut-être, est-ce qu'on ne peut pas considérer cette aide-là comme une sorte de plan Marshall aussi, peut-être pour apporter un soutien aux pays africains qui ont souffert de la colonisation? Je réponds clairement non. L'aide reçue jusqu'ici est du point de vue du volume, du point de vue de la structuration organisationnelle, volume financier, j'entends, structuration organisationnelle, est absolument insignifiante comparativement au plan Marshall. Vous savez, il n'y a pas eu que le plan Marshall dans l'histoire post-Seconde Guerre mondiale. Il y a eu au Japon le plan Dodge. Afflux massif d'argent venant des États-Unis pour relever le Japon. Donc, il faut savoir que tout cela se situe dans un contexte culturel, idéologique, politique précis. Regardez partout dans le monde la position de ce que l'on considère comme étant la race noire. Et il faut savoir que la discrimination qui a fondé objectivement la traite négrière, qui a fondé la colonisation, cette discrimination-là est culturellement ancrée. Elle est culturellement ancrée. Et elle influe même dans les rapports de coopération, notamment financière. Coopération financière. Alors, en aidant l'Europe, les États-Unis aidaient des parents. En aidant le Japon, les États-Unis voulaient contrer la montée en puissance de la Chine, du communisme, de la Chine et de la Russie. C'est-à-dire, il s'agissait de faire du Japon le gendarme du monde occidental dans la zone. Vous comprenez? Il en va de même pour la Corée du Sud. Ça veut dire que ce sont des impératifs géostratégiques qui ont commandé le financement massif de ces économies-là. Maintenant, en finançant les pays africains, les États-Unis cherchent à contrer qui? Quelle est la menace qu'une Afrique prospère pourrait contribuer à contrer au bénéfice des États-Unis? Mais vous savez que lorsque ce débat s'est posé en Europe, à un moment donné, les gens ont estimé, parce qu'effectivement, il y a eu un vent, qu'on appelle ça un mouvement, qui a traversé le ciel européen comme une sorte de météore. On a parlé du poujadisme, où on a entendu un certain nombre de personnes estimer effectivement qu'il fallait, enfin, que les Européens ne devraient pas continuer à apporter un soutien à ces pays africains parce qu'on ne voyait pas exactement quelle était la contrepartie. Vous vous souvenez la maxime, la Corrèze d'abord et puis le Zambèze par la suite. Est-ce que, puisque vous posez la question sur cet aspect-là, est-ce qu'on ne peut pas considérer, je veux dire en observant ce qui se passe aujourd'hui, qu'au-delà des obstacles d'ordre historique, il y aurait peut-être d'autres obstacles qui soient même d'ordre anthropologique et qui justifieraient justement le fait que malgré tous les efforts qui sont faits, ou bien malgré le soutien ou l'appui qui est apporté, qu'on ait du mal à décoller? Les arguments anthropologiques comme obstacle au développement de l'Afrique, peut-être autres. Oui, je ne les partage pas beaucoup parce que, en règle générale, l'observation scientifique des faits montre que
les situations de crise qui engendrent les besoins d'aide extérieure sont généralement de deux ordres. Vous avez les crises dues aux phénomènes naturels, c'est-à-dire catastrophes naturelles, et puis vous avez des crises qui sont dues aux faits de l'homme, c'est-à-dire les guerres, ok, démantèlement structurel des sociétés, des organisations, et puis création de situations de pauvreté aiguë qui engendrent donc des situations de besoin d'aide. Pour moi, voilà les éléments objectifs. Je ne pense pas qu'il y ait une infériorité intellectuelle de l'homme noir par rapport aux autres. Non. Ce que je peux dire, c'est que sur le plan des arts militaires, le continent africain, il faut le dire, historiquement, n'a pas positionné la question des sciences militaires au premier plan, comme l'ont fait l'Asie et l'Europe, notamment. Parce que lorsque vous analysez froidement la morphologie politique mondiale et les systèmes de rapport de force, vous verrez que les pays qui ne prouvent pas ce besoin systémique d'aide sont en réalité les pays les mieux armés militairement. Parce que vous voyez même la Corée du Nord, dont on dit que la population serait affamée, que la population serait dans le besoin et tout, compte tenu de ses capacités militaires, la Corée du Nord n'est pas au même niveau que les pays africains. Quand il faut s'asseoir à la table de négociation, le rapport de force n'est pas le même. On l'a vu aussi avec la Russie de Vladimir Poutine. On a clairement vu la différence de traitement qu'il y avait entre la Russie de Boris Yeltsin et la Russie de Vladimir Poutine. La différence entre les deux Russies, c'est que la dernière, celle de Vladimir Poutine, a restauré la puissance militaire. À partir de là, elle a pu créer les conditions d'une sécurité permettant de déployer une politique économique et sociale. Et d'être écouté. Parce que voilà. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est-à-dire pour dire qu'en réalité, quand les gens viennent vous parler souvent d'aide, c'est parce qu'ils ont préalablement installé votre psychique dans une situation d'attente de l'aide. Et on a le sentiment justement que les pays africains se sont confortablement installés dans leur posture, dans leur situation d'éternel assisté. Le docteur Georges vous a dit pourquoi. Parce que 5 siècles d'esclavage, ça laisse des séquelles. 1 siècle d'exploitation coloniale, ça laisse des séquelles. 25 ans de guerre contre ceux qui pensaient qu'on peut faire autrement, avec des assassinats qu'on connaît partout, ça laisse des séquelles. C'est pour ça que je lui dis, il a un bon développement, mais il faut qu'il aille au bout. Il faut d'abord commencer à faire fi de l'aide, à parler autre chose. Les enjeux stratégiques, c'est quoi actuellement? Pour vous montrer que personne ne pourra nous aider si on parlait de ça. Les enjeux stratégiques, c'est par exemple la défense. Vous pensez que si l'Afrique commence à parler d'une volonté de défense, vous savez que ce que nous coûte la défense contre le terrorisme qu'on est venu nous imposer? Parce que, réfléchissons un peu. L'Afrique ne produit pas d'armes. Mais les gens de Boko Haram... Mais docteur Soro, peut-on parler de défense et de sécurité, de la mobilisation d'importants moyens financiers dans nos États africains, alors qu'on a encore des besoins fondamentaux vitaux? Des questions d'eau, Monsieur Duval, quand il s'agit de la défense, il n'y a plus d'autres priorités. Vous savez, quand il y a des problèmes, on hiérarchise la priorité. Si l'Afrique réussit à se défendre, sans faire appel aux Arabes juifs, aux Arabes musulmans, sans faire appel aux extrémistes qui ont exterminé les populations en Amérique, les États-Unis, ou bien à ceux qui sont restés en Europe en multipliant les trafics et autres, sans faire appel à la Chine, ces pays ne nous parleront plus autrement. C'est une question fondamentale, tous les pays se les posent. Vous croyez que la Corée du Nord produit plus de richesses sur le plan agroalimentaire que les pays africains? Mais on ne leur parle pas n'importe comment parce qu'on sait qu'ils sont capables de se défendre. Et vous croyez qu'ils sont allés demander aux autres comment se défendre?
Je suis sûr, je vous ai dit, c'est une question de vision, de volonté et d'orientation. Si les Africains, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique disent qu'à partir d'aujourd'hui, ne serait-ce que les armes d'assaut légers, on va commencer à les fabriquer, des fusils d'assaut légers, les données vont changer. Même pour combattre le terrorisme. Alors, en attendant de développer, est-ce que vous êtes d'accord sur cette hiérarchisation des priorités? Non, il y avait deux autres. Non, vous allez développer. Je suis entièrement d'accord avec cette hiérarchie. Pour ma part, j'irai même plus loin. On ne peut rien faire sans la sécurité. Voilà. On ne peut rien faire. Et il faut savoir que c'est à ce niveau que nos ancêtres ont échoué. C'est à ce niveau qu'a commencé à s'installer le discours de l'infériorité raciale. La défaite. C'est la défaite. Défaite militaire. Parce qu'il faut savoir que quand les Allemands arrivent dans ce qui n'était pas à l'époque le Cameroun, les Allemands rencontrent les patrons des lieux. Ils commencent par négocier. Des accords sont signés. Dites-vous bien que les patrons des lieux appelaient le protectorat. Le protectorat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous sollicitez quelqu'un qui va vous protéger. Ça veut dire que vous reconnaissez que vous n'êtes pas en mesure de vous protéger vous-même. Alors, se protéger contre qui? Pourquoi est-ce qu'ils appelaient les Allemands et les Anglais pour venir les protéger? Contre qui? Il faut savoir que nous sommes à une époque où les royaumes africains se combattent entre eux. Il y a le phénomène des razzias, exactement comme ce que vous voyez à l'est du Cameroun actuellement. Exactement comme ce que vous voyez au nord actuellement. Il y a des phénomènes de razzias. Alors, il était question d'entrer en possession de la technologie militaire occidentale, les fusils, etc. Alors, à partir de ce moment, vous comprenez bien que la distanciation s'est opérée à ce moment-là. La défaillance au niveau de la politique sécuritaire de ceux qui étaient les patrons des lieux. Et cela s'est poursuivi pratiquement jusqu'à aujourd'hui avec les accords de défense. Absolument. Est-ce qu'on peut imaginer? Alors, vous finissez, docteur Soro, sur la question. Bon, je disais qu'il y a un deuxième élément, qui est celui des échanges internationaux. Est-ce que nous sommes en train de nous positionner pour ramener, ne serait-ce qu'à l'équilibre, la balance commerciale? On ne peut pas continuer à avoir des pays qui produisent ce dont ils n'ont pas besoin et qui consomment ce qu'ils ne produisent pas. Mais qui mène la réflexion? Si nous demandons de l'aide pour ça, vous croyez qu'on va nous la donner? Maintenant, sur les questions de l'énergie, voilà les trois questions stratégiques qui font la guerre dans la planète. Quand les États-Unis viennent faire la guerre pour Israël contre les Arabes, c'est parce que le pétrole est rare. Et ils créent le mythe d'Israël pour faire le gendarme. Mais ils continuent à l'aider jusqu'à présent. Quand ils s'en vont faire de Hong Kong le mirage, mais c'est parce qu'ils veulent montrer au bloc de l'Est que voilà le vrai modèle. Ce n'est pas ce qu'on veut vous vendre là-bas. Le plan Marshall dont vous avez parlé, est-ce que vous savez que lorsque les Américains décident d'aider, ce n'est pas parce qu'ils voulaient aider. C'est parce que n'oubliez pas que les États-Unis, c'est l'Europe. Ce sont les bagnards, les extrémistes et tout ça qu'on envoyait là-bas pour conquérir, pour coloniser. Ils ont créé leurs États après avoir fait la guerre. Et ils ont fait des guerres entre eux même pour finir par s'entendre. Mais n'oubliez pas que leur territoire, c'est l'Europe. Quand le modèle qu'ils ont créé là-bas est en danger en Europe, ils doivent venir le défendre et le restaurer. Et quand ils donnaient cette aide, ils voulaient même que l'Europe se spécialise. Ils voulaient qu'il y ait des pays qui se spécialisent dans la production de l'acier, d'autres qui se spécialisent dans la production de véhicules, d'autres un peu comme ils avaient fait au Japon avec la révolution des transistors. Ce sont les Européens qui ont refusé. Ils ont dit, vous nous donnez l'argent, mais vous ne nous dites pas comment on procède dans l'ordre de nos priorités. Nous avons déjà fait le pas en faisant que le dollar remplace la livre sterling au niveau des échanges. Nous vous avons confié
ce que nous avons créé nous-mêmes, c'est-à-dire le résultat de l'impérialisme, la conquête du monde pour notre profit. Maintenant, vous serez les patrons du monde, avec nous certainement, mais laissez-nous faire ce que nous voulons. Pour notre part, en Afrique maintenant, c'est vrai, je dis toujours que le plus important, c'est qu'est-ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Mais je n'exclus pas, comme il a dit, qu'il y a les effets secondaires de tout ce que nous avons déjà subi et les jeux et enjeux de la diplomatie internationale dont nous ne pouvons pas faire fi. Mais je reviens sur les éléments. Sincèrement, il nous faut changer de discours. Jean-Marc avait écrit un livre très important. Restaurer l'histoire, restituer l'histoire au peuple africain. Alors, il s'agit de changer de discours. Comme il dit tout à l'heure, l'infantilisation, c'est dans le discours. Si nous continuons à entretenir un quiproquo, oui, c'est bon, mais on peut, ça ne marchera pas. Écoutez, moi je prends souvent la peine quand j'ai fini d'écouter les journaux de tous les médias camerounais, puisque je suis insomniaque. J'essaye d'écouter les autres. Vous ouvrez leurs médias, ils n'ont pas notre discours. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donald Trump a oublié tous vos accords que vous signez dans vos relations internationales. Là. Personne n'en fait cas. Personne n'en fait cas. Ça veut dire quoi? On ne viendra jamais arrêter un pays pour le mettre en prison s'il dit non. À la limite, on peut tuer un chef d'État, comme on a tué Sankara, mais on voit que ça ne change rien. Comme nous n'avons pas ces gens, c'est nous, Docteur Georges, c'est vous et nous, dans nos discours, lorsque nous avons une occasion comme celle-ci, de dire aux citoyens camerounais, la responsabilité ultime, c'est la vôtre. Mais nous vous disons que voici la vérité. L'aide n'aide pas au développement. Nous vous disons que cette aide, par exemple, si nous parlons de l'aide française, vous savez que la confiscation du franc CFA est l'une des raisons pour lesquelles, pour plaire aux gens qui sont les agents commerciaux de la France en Afrique, c'est pour ça qu'on donne l'aide, ce n'est pas pour le développement. C'est notre argent qu'on nous restitue. Ces gens ont joué à ce que Sankara avait appelé le poker menteur. Ils jouent au poker et gagnent tout le temps. Et chaque fois qu'ils veulent perdre, ils commencent à dire que nous gérons mal. Alors, peut-être une dernière question avant de passer à la dernière partie de cette émission, Dr Noula. Lorsqu'on regarde un peu l'historique de cette aide-là, vous avez commencé tout à l'heure à développer les éléments liés aux différentes mutations qu'on a observées par rapport au type d'aide. Oui. On observe que, on se souvient qu'en 1970, je crois, on parle de l'OCDE, avec un certain nombre de pays réunis au sein de cette organisation-là, qui s'étaient engagés à apporter un soutien aux pays français aux pays africains, oui, à hauteur de 0,7% de leur richesse, quelque chose de ce genre. Et on dit que cet engagement a été renouvelé en 2015. On a appris également récemment qu'il y a eu une baisse de 4% de l'aide française de développement en direction de l'Afrique. Oui. Est-ce que ce sont ces mutations-là qui ont progressivement amené ces pays-là à réduire de façon considérable leur rapport? Je veux dire, ces mutations qui n'ont plus vocation à... Je veux dire ça comment? Parce que vous avez expliqué tout à l'heure qu'au fur et à mesure que ces mutations sont opérées, oui, on a remarqué que ça bénéficiait moins aux pays pourvoyeurs d'aide qu'aux pays africains. Et donc, au fil des mutations, ce sont les pays qui recevaient de l'aide qui devaient davantage être fournis. Est-ce que on ne peut pas justifier cette baisse de l'aide française par ces mutations qui sont opérées? Bon, écoutez, la baisse de l'aide française... pour ne prendre que cet exemple-là, voilà. Parce que la plupart des pays, même qui s'étaient engagés, n'ont pas respecté le quota. D'accord. Il faut dire que l'engagement de 0,7% du produit intérieur brut consacré à l'aide publique au développement n'a jamais été respecté par les pays qui ont pris ces engagements, excepté les pays nordiques. Oui. Ok. Maintenant, il faut savoir que la France elle-même traverse depuis pratiquement 2008 une situation de difficulté financière et budgétaire.
vous pouvez constater, par exemple, que le budget consacré par l'État français à la défense a été réduit. C'est extrêmement significatif. Parce que, comme a dit le docteur Sow, la défense est le premier poste financier dans un État qui se veut souverain, la défense. Donc, si vous voulez observer l'état de santé d'un pays, observez la fluctuation de son budget de la défense. D'un pays souverain, j'entends. La France traverse clairement une situation difficile. Et je pense que c'est davantage cette situation interne à la France qui justifie la diminution des différents budgets. Il n'y a pas que le budget de la défense. Même les budgets alloués aux centres culturels français à travers le monde ont été rognés. C'est davantage ça, plutôt que le fait que l'aide ne profiterait plus suffisamment aux pays donateurs. Non. Okay. Non, d'autant plus que, je le rappelle toujours et j'insiste, pour parler clairement, l'Agence française de développement a partie liée avec le Trésor public français qui héberge les devises provenant des pays ayant en commun l'usage du franc CFA. Je ne suis pas loin de rejoindre la thèse du docteur Sow qui dit que c'est notre argent qu'on nous prête. Parce que les clauses de l'accord, c'était ça. C'était ça, les clauses de l'accord. C'est-à-dire, vous mettez vos réserves dans un compte d'opération logé, non pas à la Banque centrale de France, mais au Trésor français. Dites-vous bien que le Trésor n'est pas un institut d'émission monétaire, ne fabrique pas l'argent. Vous comprenez? Ça veut dire que le Trésor, s'il prend de l'argent pour prêter à un pays, ce n'est pas de l'argent fabriqué, ce n'est pas de la monnaie fabriquée, c'est de la monnaie disponible. Cette monnaie vient forcément de quelque part. Docteur Soro, on a longuement épilogué sur le cas du soutien que la France apporte à l'Afrique. Une aide entre griffes, pour reprendre un peu de bon que vous avez fait tout à l'heure. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, est-ce que c'est en faisant le bilan de cette coopération France-Afrique que les Africains, à un moment donné, ont pensé qu'il fallait explorer l'Orient et donc se tourner vers l'Empire du Milieu? Je voulais faire observer qu'en septembre 2018, à la 9e, au 7e forum Chine-Afrique, on a observé que pratiquement tous les pays étaient représentés et on a pu apprendre que pour la 9e année consécutive, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut justifier cette orientation de l'Afrique vers l'Empire du Milieu? Bon. Est-ce que c'est le bilan quasi mitigé de la coopération avec la France ou bien les anciennes métropoles? Bon, disons premièrement que le chemin de dépendance vis-à-vis de la France et des autres pays de l'Union européenne s'est érodé à partir du moment où ces pays se sont retrouvés en crise eux-mêmes. Deuxièmement, l'aide qui était octroyée à l'Afrique retournait en partie en Europe. C'est-à-dire qu'elle était censée irriguer des réseaux structurels du maintien de la dépendance par la corruption, parce que la corruption dans les pays africains est structurelle. On a fabriqué une bourgeoisie administrative, on ne fabrique pas des instruments de développement de richesse. Voilà la règle de l'aide. Dans ce chemin-là, à un moment donné, les retours en Europe commençaient à avoir des incidences néfastes parce que ça n'était plus redistribué de manière équitable entre les pays donateurs et même dans les pays donateurs entre les différents acteurs politiques. Vous connaissez le scandale ELF en France. Donc, vous avez les pays qui donnaient de l'argent, comme l'Allemagne, comme l'Espagne, comme le Portugal, mais qui eux-mêmes sont des pays pauvres, en dehors de l'architecture. C'est-à-dire qu'en Europe, c'est des pays pauvres, en fait. Et comme il n'y avait plus assez d'argent qui repartait vers l'Europe, parce que c'est la France qui exploite le pétrole,
C'est la qui exploite les minéraux. C'est la France qui exploite le diamant. C'est la Belgique qui exploite l'or et le cobalt au Congo. Donc les autres ont commencé à se rendre compte qu'ils donnent, mais qu'ils ne reçoivent plus. Et ils n'avaient donc plus de quoi donner. Du coup aussi, les bourgeoisies administratives chargées d'exploiter les colonies pour le compte de leurs parents ont commencé à manquer. Vous avez un célèbre documentaire de Bongo qui rapatriait même ses fonds pour créer une banque qui a pignon sur rue maintenant. Se sont rendus compte que s'ils restent sur ce chemin, leur pouvoir va même être fragilisé. Et entre-temps, la Chine était sortie du filet impérialiste. Sortie du filet impérialiste, devenue première économie mondiale, elle avait besoin, selon la même règle de l'impérialisme, des ressources, matières premières, Première économie mondiale. Et elle est venue prendre les ressources. Elle n'est pas venue nous aider. Je suis désolé. Elle aussi ne vient pas nous aider. Alors, sur cette question, docteur Lula, lorsqu'on compare un peu, certains économistes font observer que la Chine offre des prêts concessionnels sur 30 ans avec des taux d'intérêt qui sont faibles, on parle de 2,5%, avec des délais de grâce de 10 ans pour rembourser, entre autres. Ils ajoutent parfois que la Chine débloque plus vite de l'argent. Avec la Chine, on débloque un peu plus vite qu'avec d'autres bailleurs de fonds internationaux comme les institutions financières internationales, la Banque mondiale et autres. Est-ce que ce ne sont pas des éléments qui peuvent peser dans les raisons qui justifient cette orientation des pays africains vers l'empire du milieu? Naturellement, mais il n'y a pas que ça. Oui. Il faut savoir que pour revenir à la zone Afrique centrale, les pouvoirs en Afrique centrale étaient dans le besoin face à la diminution de l'aide publique au développement en provenance des partenaires classiques, historiques. Ils étaient dans le besoin. Ça, c'est d'un. De deux, il faut savoir que l'entrée en jeu de la Chine dans la coopération financière internationale apporte une bouffée d'oxygène aux capitales africaines qui subissaient une forme de chantage politique. Liée à l'aide. Vous savez, le fameux discours de la Baule du 20 juin 1990. De François Mitterrand, où il conditionne l'octroi de l'aide à des réformes démocratiques, droits de l'homiste. OK? Donc, les capitales africaines ont perçu l'entrée en jeu de la Chine comme étant une carte supplémentaire à jouer dans le rééquilibrage du rapport de force international. Parce que dites-vous bien que le rapport de force international joue également en matière de politique d'aide au développement. Maintenant, en ce qui concerne la Chine, il faut savoir que la Chine, c'est une civilisation, une culture plusieurs fois millénaire. Avec une philosophie confucienne fondée sur la gestion du temps. Le temps. La philosophie chinoise se projette toujours dans le long terme. Le gain immédiat qui caractérise le capitaliste de type occidental n'est pas un élément central de la coopération sino-africaine. La Chine se projette sur 50, 100 ans comme étant la principale puissance économique, militaire du monde. Elle est déjà la première puissance commerciale. Elle est la première puissance économique en parité de pouvoir d'achat. OK? Et non pas en valeur brute au regard du produit intérieur brut, où les États-Unis sont encore en tête. Donc,
La Chine donc s'investit en Afrique en faisant jouer des paramètres tout à fait novateurs. Mais est-ce que vous avez le sentiment que les Africains, comparativement au rapport qu'ils avaient avec les partenaires classiques, tirent le meilleur profit de cette nouvelle orientation diplomatique ou commerciale? Écoutez, je n'irai pas parler de ce que je ne sais pas. Pour le cas du Cameroun, que je connais un peu mieux, je résumerai mon propos en disant que dans les mêmes conditions de température et de pression, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tout à fait. Vous voyez vis-à-vis de la Chine, un pays qui est devenu le premier partenaire commercial du Cameroun et qui est le premier contributeur au projet de développement. Le Cameroun connaît des difficultés de paiement, de remboursement, des prêts concessionnels qui justifient d'ailleurs, vous avez vu lors du déplacement du chef de l'État en 2018, l'annulation d'une fraction de la dette du Cameroun qui a été présentée comme une victoire. Et à ce sujet, justement... Alors que ça devrait plutôt susciter une inquiétude, parce que chaque fois qu'on annule votre dette, ça veut dire que vous avez eu un manquement. Vous n'avez pas honoré l'engagement pris. Okay? Ça pose problème. Donc, ça, ce sont des éléments, ce sont des signaux qui permettent de dire que avec la Chine, les mêmes erreurs persistent. Nous voyons maintenant, dans l'implémentation de l'aide en provenance de la Chine, je n'ai pas envie de raconter n'importe quoi, mais je vais me focaliser sur un projet que tous les Camerounais connaissent, le palais de sport de Warda à Yaoundé. Vous avez pu remarquer que les Chinois ne se contentent pas de pourvoir sur le plan financier, ils réalisent avec leur matériel et leur main-d'œuvre. Et justement, d'un point de vue économique, et justement, c'est absolument suicidaire. Et à ce sujet, justement, il y a une agence américaine qui a réalisé une étude là-dessus qui montre que aujourd'hui, en Afrique, les Chinois disposeraient d'environ 10 000 entreprises, qu'il y aurait environ 300 000 emplois créés par ces entreprises chinoises-là, et que sur les 300 000 emplois, 90% de ces emplois sont destinés aux Chinois. Mais non, sont des emplois africains, sauf que à qualification faible. Et que 44% de ces chiffres-là... sont des emplois qui permettent de produire la richesse et de gagner par des Chinois. Oui, Duval, là, vous êtes en train de parler du personnel cadre. Oui. C'est-à-dire, effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, le personnel cadre est essentiellement chinois. Parce que c'est à ce niveau que s'opère le transfert de technologie. Oui. C'est au niveau du personnel cadre. Et l'impact durable. Parce que quand vous construisez un barrage... Parce que le cadre, c'est celui qui, à la fin, capitalise l'expérience professionnelle pour créer sa propre entreprise et booster l'économie endogène. Alors, docteur Soro, lorsqu'on regarde les chiffres, finalement, ces chiffres sont trompeurs. Je veux dire que les chiffres indiquent que pour les 20 dernières années, la Chine a mobilisé sur le continent africain environ 140 milliards de dollars. Lorsqu'on regarde ça, ça paraît énorme. Pourtant, effectivement, en observant sur le terrain avec d'autres indications, on voit bien qu'on est pratiquement en train de prendre, en train de s'enfoncer, comme ça a été le cas dans la coopération avec des partenaires classiques. Mais je vous dirais, Moutandis que c'est la même chose. C'est pour ça que je suis constant sur le fait qu'il faut ancrer dans le mental de ceux qui voudraient gouverner, parce que nous aspirons en tant qu'hommes politiques à gouverner les pays qui sont les nôtres demain, que l'aide ne permet pas le développement et que le concept d'aide au développement, c'est une notion de diversion et de perversion de la conception endogène que devrait avoir chaque pays pour son développement. La Chine ne vient pas aider le Cameroun. Et le chemin d'aide reste le même, c'est-à-dire qu'il perpétue ce que je vous ai dit, la pauvreté. Le Cameroun
attendez, une route ne rembourse pas la dette qu'il a construite. Je suis désolé, je ne sais pas comment vous allez faire si on vous construit l'autoroute, même si vous posez les péages. Si vous ne produisez pas du plantain, que vous allez transformer en chips ou en farine, que vous allez exporter, pour que permanemment des gens qui passeront sur l'autoroute payent, et qu'ils continuent à payer de manière à entretenir la route pendant qu'ils l'utilisent, mais vous ne pourrez jamais payer. À la limite, on va effacer l'aide. Ils ne l'effacent même pas parce qu'ils savent que je vous ai dit c'est un poker menteur. Une fois qu'ils vous ont gagné, parce qu'ils sont venus construire, vous avez acheté le matériel chez eux, ils ont repris leur argent. Parce que souvent ils ont de l'argent, mais ils ne savent pas quoi en faire et ça étouffe leur économie. Parce que la boîte économique, c'est comme une boîte fermée avec de l'air qui doit circuler à l'intérieur. Quand ça ne circule plus, même quand on est riche, on peut étouffer. Deuxièmement, je vous ai dit, si vous regardez cette aide, je mets quiconque en défi de lever un indicateur de production de richesse que cette aide a apporté. Vous avez pris le cas du palais de sport. L'entretien du palais de sport est un gouffre à sous. Pour le Cameroun. Ça serait même si c'est un cadeau. Maintenant, c'est une source de dépenses. Dans l'ensemble, lorsqu'on évalue, en ce moment, on indique que la Chine détient 70% de la dette publique bilatérale du Cameroun. Même de tous les pays africains. Sauf que pour la Chine, ce n'est même pas important, même si vous ne payez plus. Vous êtes déjà dépendant. C'est comme quelqu'un qui aurait du pétrole. C'est le cas pour les États-Unis aussi. Hein, même la Chine a le même problème avec eux. Après la réserve fédérale, parce que la réserve fédérale américaine est le premier créancier de la dette souveraine américaine, parce que c'est la banque, suivi de la Chine et du Japon. Bon, au niveau de la réserve fédérale, parce que c'est la banque et c'est l'État, c'est question de politique. Mais en réalité, la Chine, les États-Unis dépendent maintenant de la Chine. Pour le même principe. Song, c'est comme si je vous vendais une lampe et que moi j'avais le pétrole. Je vous offre une lampe, mais c'est moi qui ai le pétrole. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais je vais vous ruiner parce que vous serez obligé d'acheter le pétrole chez moi au lieu de vous aider à commencer à produire le pétrole. Maintenant, j'ai l'impression qu'il faudrait quand même que je revienne sur ce que j'ai dit pour qu'on sorte de ces débats. Oui, pendant que vous allez rappeler cela, on va en même temps essayer de conclure en observant donc finalement que ce soit avec la coopération avec les partenaires classiques, la France et les autres qui sont les anciennes métropoles, et en faisant une étude comparée avec l'orientation vers la Chine depuis pratiquement une décennie, est-ce que la nécessité ne s'impose pas aujourd'hui de réécrire les thèmes de cette coopération, ou mieux d'orienter ou de suggérer d'autres politiques, peut-être envisager de développer davantage la coopération régionale? Absolument. Vous avez conclu par ce que je voulais commencer. La vraie coopération, la vraie diplomatie commence par la proximité. Nos premiers partenaires devraient être nos pays, nos voisins. Deuxièmement, il nous revient de définir les paramètres qui nous permettent d'indiquer les secteurs clés de production de richesse qui pourraient renforcer notre indépendance. Et je dis actuellement, en l'état actuel de tout ce qui se joue sur la planète, il y a 3 secteurs clés sur lesquels nous devons nous positionner et maintenant faire appel à l'expertise. Je ne veux même pas le mot d'aide parce qu'on peut avoir envie d'envoyer les gens comprendre. La question des énergies dans le cadre du développement durable, nous devons nous positionner pour arrêter la dépendance en termes d'énergie. La question de la défense, nous devons nous positionner pour qu'on n'ait plus besoin de venir nous soutenir pour combattre les petits brigands avec des armes qui viennent piller les villages et tout ça. Ce n'est pas normal après 59 ans. À quoi nous sert la présence de la coopération militaire française si on est incapable de neutraliser un ennemi qui est dans une zone enclavée entre le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria pendant 6 ans? Vous appelez ça de l'aide? Moi, je ne comprends pas, c'est de l'escroquerie politique. Troisièmement, les règles du commerce international, ce qu'on a appelé la mondialisation. Si nous pensons que nous positionner sur un discours radical pourrait nous être nocif, développons simplement cette même mondialisation au niveau sous-régional, la libre circulation des biens et des personnes. Et nous construirons ainsi une sorte de nation forte qui peut mutualiser ses énergies pour parler fort devant les autres. Est-ce possible avec ces roitelets? Maintenant, je ne m'adresse pas à eux. Pour moi, ils sont périmés. C'est comme si vous vouliez soigner du palu actuellement avec de la quinine.
Moi, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que, je peux dire, ces personnes sont les premières victimes des séquelles de la colonisation. Vous savez que la religion et l'éducation ont carrément effacé de notre mental le fait que nous soyons la première des civilisations. J'ai entendu mon copanédiste parler de la Chine comme une vieille civilisation. C'est l'Afrique qui a résolu presque tous les problèmes que l'humanité allait rencontrer il y a 5000 ans. Aujourd'hui encore, les gens vont en pèlerinage intellectuel dans les catacombes en Égypte pour apprendre la science. Ce qu'on veut faire croire aux Africains qu'ils ne comprennent pas. Mais parce qu'on leur efface le cerveau et qu'on hésite. Et donnez-moi l'occasion de dire à mon copanédiste donc de ne plus hésiter. Il y a des termes, chers confrères, sur lesquels il faut être brut et radical et ferme. Comme Sankara l'avait dit en pleine conférence, la seule aide dont l'Afrique a besoin, c'est d'arrêter l'aide. Ok. Alors, comment on fait, docteur Noula? On a exploré la coopération avec la France et les anciennes métropoles. On a réorienté cette coopération vers l'Empire du Milieu depuis pratiquement une décennie. Il y a des chiffres qui donnent parfois l'impression qu'on est sur le droit chemin, mais en observant, en faisant un décryptage beaucoup plus raffiné, je veux dire beaucoup plus précis, on a le sentiment qu'on n'est toujours pas sorti de l'auberge. Est-ce que le moment n'est pas venu, soit de réécrire les termes de cette coopération, ou mieux, envisager carrément d'autres alternatives comme la coopération régionale? La coopération régionale, oui, c'est important. Mais le problème ne se situe pas à ce niveau. Si l'objectif, c'est le développement. Oui. Les Camerounais, qui sont les dépositaires de la souveraineté, doivent prendre conscience que ce sont eux les souverains. C'est à ce niveau que ça se joue. Il en va de même pour tous les autres États africains. Non. Il y a des États africains qui ont résolu l'équation, qui émergent, qui se développent. Vous savez que notre voisin à côté, le Nigeria, est parmi les 30 économies mondiales. Je pense même parmi les 20 si je regarde le dernier classement qui est sorti. En Afrique, il est en tête devant des pays poids lourds comme l'Égypte, comme l'Algérie, comme l'Afrique du Sud. Donc il y a des pays qui ont résolu et qui sont résolument en marche. Je n'irai pas citer des petits pays comme le Rwanda, les Seychelles, et les îles Maurice, etc. Mais vous avez des pays comme l'Éthiopie qui sont en marche. Maintenant, il faut comprendre que chez nous, il y a quelque chose qui bloque. C'est que le souverain n'est pas encore conscient que c'est lui le souverain. Je vais prendre un exemple très clair. Vous préférez le dire ainsi que de penser... Oui, regardez les accords de partenariat économique que le Cameroun a finalement signé tout seul dans la zone CEMAC pour protéger le secteur de la banane notamment, en exposant les autres secteurs productifs de son économie qui peinent déjà à se déployer étant donné qu'ils ne bénéficient pas de subventions dont bénéficient leurs concurrents européens. Quand vous regardez les bilans qui viennent du ministère du Commerce, qui viennent du ministère des Finances, du point de vue de la fiscalité et de l'impact que cela a, vous voyez que le Cameroun est clairement perdant. Il est clairement perdant dans un accord qu'il a pourtant signé. Vous allez constater que dans cet accord-là, et c'est déjà mentionné d'ailleurs dans l'accord de Cotonou, qui pose les fondements juridiques de l'accord de partenariat économique, dans cet accord de Cotonou, il est prévu que les partenaires européens doivent mobiliser des fonds destinés à aider les opérateurs économiques camerounais à se mettre up-to-date pour pouvoir être compétitifs. Imaginez-vous, je suis en compétition avec vous et dans un accord,
nous convenons que moi, je vais aider mes concurrents à mieux se doter pour me concurrencer. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez qu'avec des dispositions comme celle-là, il y a quelque chose qui cloche. OK? Il y a un bureau de mise à niveau des entreprises qui a été justement mis en place. Oui. Dans le sens de préparer les entités camerounaises à cette concurrence qu'imposaient les accords de partenariat économique. Absolument. On aura l'occasion de revenir sur ces accords, ou si vous voulez, sur cette aide multilatérale ou sur cette coopération multilatérale pour interroger dans d'autres émissions le bilan de la coopération avec des institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Ce sera dans le cadre d'une autre émission. Messieurs, on va s'arrêter là pour ce mercredi. Infiniment merci, Dr Noula, d'être venu sur le plateau des 137 débats. C'est moi qui vous remercie d'avoir fait une expérience nouvelle. C'est la première fois que je participe à un débat sur un plateau de télévision. C'était assez émouvant. Merci d'être venu. Merci également à vous, Dr Soro, d'être venu. Merci à vous une fois de plus et bonne nuit à tous vos téléspectateurs. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 débats. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.